Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkov est en face-à-face avec Shadort Javan, romancière, essayiste, et elle publie ce livre et ses êtres sans pénis aux éditions Grasset. Oui, un livre bouleversant, je dois dire, un livre très très fort, parce que vous racontez Shadort Javan, et vous avez écrit beaucoup de livres sur ce sujet déjà, mais celui-là, je sais pas, vous l'avez appelé roman. Moi, je crois que c'était absolument pas nécessaire. Mais enfin, il faut toujours mettre une étiquette, mais c'est un récit, c'est un roman, c'est en tout cas une réalité très forte, c'est ces êtres sans pénis. Alors vous allez me dire, mais c'est qui ces êtres sans pénis? Shadort Javan, expliquez-nous. Bonjour. Alors, ces êtres sans pénis, vous savez, le titre peut paraître provocateur. Non. Or, il ne l'est absolument pas. On est d'accord. Et il se réfère à deux choses, ce titre. La première chose est que c'est une raison intime et personnelle. Je suis née après un frère mort et ma mère, comme elle avait perdu son fils adoré, merveilleux. Téhéran, vous étiez à Téhéran? Oui, Téhéran, exactement. Oui. Donc, à 1 an, donc... elle retombe enceinte, elle pense dans sa douleur inconsolable que Dieu a entendu ses pleurs et va lui rendre son fils mort. Pas un autre fils, le même fils. Elle est dans un délire, bien sûr. Donc moi, j'ai eu l'indélicatesse de naître sans pénis après un frère mort. Et cela a non seulement m'a marqué profondément, mais aussi est devenu le moteur de mon existence. Ça veut dire que, comme je rivalisais avec un enfant merveilleux mort, j'ai toujours dû me surpasser pour enchanter mes parents et mon entourage, pour juste dire que je méritais d'exister, même après un enfant merveilleux mort. Deuxième chose, c'est que depuis la nuit des temps, dès qu'on constatait, et dans toutes les cultures, dans toutes les nations, et dans toutes les religions, dès qu'on constatait un enfant qui naissait, qui était sans pénis, on lui réservait une éducation et un destin qui spécifique. Qui l'a privé des libertés et des activités qui étaient l'apanage des hommes. Et puis, troisième raison, c'est que si j'avais dit « et ces femmes », on aurait dit « quelles femmes ?» Mais en fait, finalement, ce qui nous distingue des hommes, c'est l'absence du pénis. Et c'est la seule chose que même les femmes analphabètes grandies sous le joug des lois islamiques ont en commun avec les femmes universitaires européennes ou américaines. C'est l'absence de pénis. C'est la seule chose. Et aussi, revenons à l'affaire du voile dont on parle beaucoup. Oui, juste un mot. La raison pour laquelle, pardonnez-moi, la raison pour laquelle on fait porter un voile, c'est parce que ces êtres-là sont sans pénis. Vous dites que, oui, et vous en parlez, vous dites que vous liez le port du voile à l'absence de pénis. C'est pas que je lis, c'est que c'est comme ça, c'est pas moi. C'est pourquoi les femmes portent le voile. On peut dire pour cacher leur beauté. Et alors les moches ne devaient pas porter le voile. Pour ne pas... mais être un objet de désir sexuel des hommes. Oui, mais une femme de 80 ans n'est plus l'objet du désir. Une femme qui a perdu... Ou une petite enfant. Ou une petite enfant peut l'être pour les pédophiles, et notamment dans tous les pays musulmans, pour tous les hommes qui épousent des filles de 9, 10, 11, 12 ans. Donc, mais une femme de 80 ans, ou une femme qui est en chimiothérapie, qui a cancer, qui a perdu tous ses cheveux, n'est plus un objet de désir, mais elle doit encore porter le voile. Donc, c'est parce que elles n'ont pas de pénis, donc elles sont des êtres, des sous-humains, qui doivent rester éternellement sous tutelle masculine. Donc c'est le symbole c'est le symbole de l'infériorité congénitale des êtres sans pénis, le voile. Juste un mot, Shadort Javan, vous dites que ce qui différencie la femme de l'homme, c'est l'absence de pénis. Il y a aussi quand même que la femme enfante, que la femme accouche, que la femme a un ventre rond. L'homme n'infantera jamais. Ils pourront faire tous les PMA et GPA qu'ils veulent. Il reste ça ne vous a pas échappé que tout cela, c'est grâce à son organe génital. Oui. La femme. Donc voilà, quand je dis l'absence du pénis, c'est que l'organe génital qu'elle a, c'est que voilà, ça lui permet de tomber enceinte. C'est lié à ça. Oui, enfin, mais je veux dire, mais donc, non, mais ce qui est intéressant pour rester là-dessus, c'est la capacité d'être mère ou de l'enfantement
pour vous, en tout cas dans certaines cultures et civilisations ou religions, ça ne change rien à l'infériorité. La femme est là pour enfanter, accoucher, à la cuisine, etc., etc. Alors, enfanter, déjà, c'est une capacité qu'on peut accomplir ou pas. C'est pas obligé. Et puis, il y a des femmes qui sont stériles aussi. Donc... C'est pas, non, mais c'est pas la coutume. Non, c'est pas la coutume, bien sûr. Pas la coutume. Tout à fait. Mais alors, justement, vous parlez de ça et je comprends les êtres sans pénis. Et alors, vous racontez quand même des récits absolument glaçants, absolument terribles de la vie quotidienne, justement, de femmes. Vous avez pris un certain nombre d'exemples. On va en parler. Et vous dites, vous avez des phrases très fortes. Vous dites en fait que l'État est actionnaire du corps des femmes. L'État, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, vous savez, le corps féminin, tout mon travail depuis 20 ans se pose autour de le corps féminin, son statut, sa place dans la famille, dans la société et dans le pays, ou dans la communauté et dans le pays. Donc, dans les pays musulmans, le corps de la femme appartient à tout le monde sauf à elle-même. Ça veut dire que les hommes de la famille, père, frère, fils, ont plus le droit sur le corps de la mère, des sœurs ou des filles qu'elles-mêmes. Mais aussi tous les hommes de la communauté, toute la rue, mais aussi l'État. L'État qui définit que ce sont les lois. Quand la charia dit que la fille peut être mariée dès l'âge de 9 ans. La charia dit qu'une fille qui couche sans être mariée commet un acte criminel. C'est l'État et c'est toute la jurisprudence islamique qui définit c'est quoi le corps de la femme, à qui appartient le corps de la femme. C'est l'État qui dit que la femme reste éternelle mineure sous tutelle masculine. C'est l'État qui dit tout en fait, ce sont les lois. Et j'écris ce livre. Vous savez, on peut dire que en fait, ces histoires glaçantes. D'ailleurs, ce ne sont pas des faits divers. Ce sont des faits réels. Ça veut dire ce que je distingue, c'est que ce sont des faits autorisés par l'État, par les lois islamiques. Tout ça, d'ailleurs, c'est des faits réels. C'est pas récurrent. Absolument. Après avoir lu le livre, vous tapez sur Internet, vous allez voir, ça va défiler. Et on peut dire que c'est leur affaire. Que ça se passe en Iran, ça se passe au Mali, ça se passe en Afghanistan, ça se passe en Arabie Saoudite, ça se passe au Mali, ça se passe en Algérie. Mais ma foi, il faut être aveugle pour ne pas voir que ces dogmes qui écrasent les femmes dans les pays musulmans gagnent du terrain de plus en plus, non seulement en France, mais partout en Europe, et influencent de plus en plus nos sociétés occidentales. On va en reparler après les informations et avec nos auditeurs, Charlotte Javan. On va continuer à en parler ensemble. C'est un livre, encore une fois, passionnant et assez bouleversant. Voilà, un seul numéro de téléphone pour nous joindre, 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes. Et avec Chador Javan pour Ces êtres sans pénis aux éditions Grasset. On a commencé à en parler, c'est vrai, c'est un livre très 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 fort, parce que c'est un livre qui montre justement, c'est un roman, mais c'est un roman réel, comme on dit, vous savez. Le roman, ce n'est, comme disait Aragon, qu'un mensonge qui dit la vérité. Et vous dites à un moment donné, Chador Javan, on va parler après des exemples, vous dites qu'en fait, il y a la banalité du mal. Je veux dire, cette espèce d'état, de totalitarisme religieux, comme des totalitarismes qu'on a connus athées ou laïques, hein, le bolchevisme, le nazisme, le fascisme. Et vous dites que ça banalise et que ça écrase l'humain. En quel sens ? Alors, vous savez... l'islam politique ou l'idéologie islamiste n'écrase pas juste une race ou une ethnie ou seulement les femmes. Oh non, il écrase vraiment l'humain et c'est plutôt ce qui fait en fait, c'est l'idéologie islamique banalise la barbarie quotidienne. D'ailleurs, nous y sommes presque. Vous voyez, chaque mois, on égorge quelqu'un et on commence à s'y habituer. Et en fait, comment ça fonctionne ? Ça veut dire qu'en voilant toutes les femmes, ou maintenant, ici, comme ils ne peuvent pas prendre l'État, les lois, ils essayent de commencer par influencer
et les populations d'origine musulmane, on les réislamisées, comme j'ai écrit dans mes essais, ça a été beaucoup repris. Et aussi les gens de gauche qui, pour moi, sont des vrais fachos. Ça veut dire, il n'y a pas plus escrocs que des gens qui se disent de gauche. Ça, je l'ai appris en Iran, je l'ai appris en Turquie où j'ai vécu, et je l'ai appris en France, aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. Vous voulez dire en quoi ces gens de gauche qui se prétendent émancipateurs, etc., cette gauche officielle, en quoi ils sont fachos et en quoi, vous voulez dire, ils sont complices, ils donnent des excuses à ce totalitarisme? Alors, ce qu'ils n'accepteraient jamais chez eux, ça veut dire chez les... Prenons l'exemple de la France. Oui. Ces gens de gauche qui n'accepteraient jamais des crimes ou des délits commis par des Français. Je vais donner des exemples précis. Oui. Mais quand cela est commis par des gens d'origine musulmane ou disons, ces peuples opprimés, congénitalement sous-développés, on leur trouve plein d'excuses. Et en fait, c'est ainsi qu'ils vont stigmatiser la majorité des gens issus de la population d'immigrés. Oui, parce qu'ils ne sont pas ni des terroristes, ni d'autres choses. Pas seulement terroristes, qui ne sont même pas islamistes, qui ne l'étaient pas. Ça, mais en 30 ans, on l'a rendu quand même une grande partie. Je vais donner des exemples très précis. Allez-y. Alors, lorsque des Léa, des Vanessa, des Clémentine sont victimes de attouchements sexuels, ou même des femmes politiques, je ne me rappelle pas son prénom, des victimes des attouchements politiques, voilà, lapsus est fait, des attouchements sexuels ou de harcèlement sexuel ou même de viol, d'accord, cela, c'est absolument immonde, c'est inacceptable. Et tant mieux. Tous ces hommes politiques qui ont été... Voilà, je vais vous dire. C'est inacceptable et ça devient violence faite aux femmes, violence faite aux adolescentes, aux mineurs. Mais quand il y a des Fatima, des Zinab ou des Zora qui sont mariées de force à 12 ans, à 11 ans, en France même, pas ramenées au pays, non, en France même, on sait que dizaines de milliers de fillettes ont été mariées de force en France. Là, le chiffre est un peu exagéré, non? Non, il y a des sociologues qui ont travaillé là-dessus, il y a des documents là-dessus. D'accord. Et on va dire quoi? C'est leur culture, ou alors... C'est une question de la laïcité, mais en fait, la laïcité, il faut l'adopter. Je ne comprends pas pourquoi. C'est leur culture, voilà, et exactement. Ils font ce qu'ils veulent. Donc ça, c'est le pire racisme. Parce que face au racisme des gens de droite ou même de Front National, je peux prouver à Madame Marine Le Pen que je mérite beaucoup plus la France qu'elle. Parce qu'elle n'a fait que naître, c'était un hasard de l'histoire. Moi, je suis venue, j'ai appris la langue, j'aime la France mieux que 95% des Français, je chéris la langue mieux que 95% des Français, je peux leur prouver, je peux me hisser, vous voyez. Mais face au racisme des gens de gauche, qui m'assignent toujours à résidence, qui voient dans tous les immigrés des peuples opprimés, aux espèces de paternalisme, ça c'est vraiment crasse. Ou alors des gens qui voient dans l'autre les racisés. Oui. Alors, il n'y a pas plus de racistes que les indigénisés, les colonisés, enfin tout ce qui, tout ça. C'est comme si les êtres humains étaient des espèces de Renault. Vous savez, une fois que vous sortez des usines de Renault, vous êtes Renault. Vous ne pouvez pas être autre chose. Ouais, comme si c'était des objets. Comme si identité était quelque chose de fixe. Et immuable. Et comme vous le savez, pour les politiques, c'est aussi une machine électorale, c'est de l'électoralisme. Ça amène des voix. Il faut aussi rappeler ça. Hein. Oui, bien sûr. Ça, c'est autre chose. Mais alors, vous disiez ça à propos de la gauche, à propos de tout ça. Mais Chador Javan, il y a aussi autre chose. Et je voudrais revenir, je voudrais revenir à cette espèce de banalisation du mal dont parlait si bien Hannah Arendt. Mais au fond, vous vous dites, pour parler à droite comme à gauche, au fond, ce qui se passe en Iran et dans ces pays, parce que effectivement, quand il y a la moindre atteinte d'un politique, etc., on hurle à la mort chez les néo-féministes déchaînés, mais quand ce qui se passe en Iran, en Arabie Saoudite, en Somalie ou ailleurs, Boko Haram et compagnie, bon, on s'indigne un peu, mais beaucoup moins. Oui, et écoutez, c'est pire encore. L'Iran vient d'être élu dans une commission à l'ONU pour défendre les droits des femmes. C'est vraiment l'humour noir en vrai. Et aucune femme, aucune de ces vigilantes de hashtag MeToo, rien. Donc un pays où, si
une femme ôte son voile dans la rue, elle peut être emprisonnée 10 à 15 ans de prison. Pour avoir simplement ôté son voile. Non, pas péter le décolleté. Je ne parle pas de péter le décolleté, je parle juste d'enlever le voile. Si une femme... Les femmes n'ont pas droit d'aller nager dans la mer. Les femmes n'ont pas droit de chanter, de danser. Les femmes n'ont pas droit au divorce. Les femmes n'ont pas droit à garde. Les mères n'ont pas droit d'obtenir la garde des enfants. Et cet État va devenir défenseur des droits des femmes. À ce rythme-là, on est très, 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 très mal barré. Et justement, parlons, parce que vous en parlez dans votre livre et vous avez quelques exemples très forts, enfin, des chapitres là-dessus. Je voudrais qu'on parle justement de cette jeune fille. Et vous avez vu en fait la vidéo qu'on peut tous voir et vous avez réagi très fortement. Cette jeune fille qui, vous savez, il y a un bassin, il y a une fontaine, etc. Elle prend de l'eau, on l'arrête parce que il y a une mèche de cheveux qui dépasse de son tchador. Racontez. Et parce qu'en fait, elle jouait avec ses copines. C'est une adolescente de 14-15 ans. C'est sur Internet. Tout le monde peut le voir. C'était en été, donc il y a 2 ans. Donc, elle jouait autour d'une fontaine avec des pistolets à eau. Et on l'arrête parce que, comme ses vêtements sont mouillés, enfin ses vêtements, son manteau, son foulard, voilà tout. Oui, alors qu'elle portait tout. Exactement, elle portait tout, pantalon par 40 degrés, 44 degrés de chaleur. Et parce que, en jouant avec l'eau, voilà, elle donnait, les gens le regardaient peut-être. Et après, effectivement, moi, ce que je fais, je me mets à sa place et je lui prête ma plume pour qu'elle puisse dire des choses. Elle va dire aux agents qui vont l'arrêter, alors quoi ? Il est même interdit que la pluie tombe sur le corps des femmes. Quand la pluie tombe aussi, les vêtements, les manteaux des femmes, le voile des femmes sont mouillés. Donc on l'arrête, on l'amène en prison. Et voilà, vous voulez, j'ai fait ce livre pour que les gens, des islamo-gauchos, moi je dis islamo-gauchos, quand on dit ça n'existe pas, je peux vous dire qui sont les islamo-gauchos. Je ne vais pas donner des noms. Mais tous les gens qui, par exemple, disaient encore il y a 4-5 ans que le gouvernement turc était la preuve même que l'islamisme modéré et la démocratie sont compatibles. Ce sont des fonctionnaires dans nos universités, sont payés par nos impôts, sont des islamo-gauchistes. Tous ceux qui avaient l'oreille de M. Jospin et de Sylvia Nagasinski en 1989, moi j'étais encore dans mon Iran natal, sont des islamo-gauchistes, et certains même des islamistes, sont des islamistes au col blanc. Tous ceux qui disaient en 2002-2003, quand j'avais écrit Bas les voiles, que ces gamines, ils vont à l'école, elles vont s'émanciper, enlever leur voile. Aujourd'hui, l'école de médecine et Sciences Po et tout sont remplis de filles voilées. Ce sont des islamo-gauchos. La liste est très, très, très longue. Donc, j'écris ce livre pour qu'ils comprennent comment ça se passe. Que le pire peut arriver partout. Vous savez, en Turquie, j'ai vécu 2 ans en Turquie et en 91, je leur disais, parce que j'avais vu les islamistes à l'œuvre dans les universités, que vous allez avoir un gouvernement islamique. Et ils disaient, la Turquie, c'est le pays le plus laïque au monde. Jamais on a eu Atatürk. Donc maintenant, beaucoup d'entre eux ont été emprisonnés, torturés. Et ici, certains journalistes et les gens de gauche disaient, voilà, la Turquie est la preuve que l'islamisme modéré, déjà c'est d'une aberration totale, comme si on disait le nazisme modéré, le fascisme modéré, quand le sens du langage, quand le langage perd son sens, sa signification, alors le pire peut arriver. Ce que disait Camus sur le malheur du monde quand on n'emploie pas les bons mots. Exactement. Et quand on se trompe sur le... Maintenant, on invente des concepts qui ne veulent rien dire. On va en parler avec les auditeurs de Sud Radio, Chador Javan. Oui, un seul numéro de téléphone, 0826 300 300. Venez poser des questions à notre invité Chador Javan. Et ses êtres sans pénis, c'est le titre de son livre aux éditions Grasset. Vous pouvez aussi revenir sur les autres sujets, notamment où nous avons reçu Philippe Danière qui parlait de son ami Trump. Venez nous parler de votre ami ou votre ennemi Trump, ou ces habitants de Stalingrad qui dénoncent le coup d'épée dans l'eau de l'opération policière qui a eu lieu il y a une semaine et qui tentent de faire du bruit avec des casseroles. Eh bien, vous aussi, faites du bruit, on vous attend. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Ici,
Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes de retour donc sur le plateau d'André Berkoff avec André Berkoff et son invité Shadort Javan, romancière, essayiste et auteur de Et ces êtres sans pénis aux éditions Grasset. Et tout de suite, c'est à vous la parole. On donne la parole à Olivier qui nous appelle de l'Essonne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Olivier. André, bonjour André, bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour Madame Chavannes. Tout d'abord, un petit bravo à Madame Chavannes pour son amour pour la France et ses valeurs. C'est un bel exemple d'intégration. On n'entend pas ça assez souvent. Je voulais parler 2 secondes du passeport sanitaire. Oui. Le livre de Philippe de Villiers en parle très bien. Il met en évidence que c'est l'étape première pour un puçage généralisé de la population mondiale. Donc soyons tous conscients que c'est ce qui nous pend au nez. Pour en sortir, toujours le livre de Villiers cite pendant un moment un auteur qui s'appelle Philippe Guillemant. C'est un physicien spécialisé de la physique de la conscience. Oui. Et il met en évidence le rôle de la conscience individuelle, c'est-à-dire du pouvoir qu'on a sur soi. Et quand on lit l'éloge de la force d'Oberton, Oui. on a une espèce de guide du Jedi individuel, c'est-à-dire ce qu'on peut faire individuellement pour orienter notre conscience. Oui, en tout cas, se réarmer déjà soi-même. Se réarmer soi-même et prendre conscience de la puissance de sa conscience individuelle. C'est ça que je voulais vous dire. D'accord. Et lundi, André, je vous avais posé la question de savoir combien vous aviez d'auditeurs. Eh bien, vous savez que 600 000 personnes qui se mettraient à vibrer sur la même onde d'envie de France libre, libérée, ben ça pourrait avoir un impact très très fort sur l'inconscient collectif, ce que Teilhard de Chardin appelait la noosphère. Oui. Oui, et c'est vrai, simplement, je crois, Olivier, que ça ne suffira pas. Il faut quand même que cette union, évidemment, passe et commence par la conscience individuelle, mais doit se traduire à un moment donné par une véritable force de pression. Vous savez, ça passe aussi par ça. Ça se fera parce que les 600 000 consciences que vous animez tous les jours, s'il y a 600 000 personnes qui effectivement vous écoutent, c'est extrêmement puissant. Bah écoutez, j'en accepte l'augure et vous êtes le catalyseur de ça. Vous êtes le catalyseur de ça. Ben on va essayer de continuer en tout cas, Olivier. Ça c'est clair. Et pour Madame Chabat, je voulais dire, le fascisme n'a pas de visage et que ce soit le masque pour lequel aujourd'hui on nous met 135 € quand on l'a pas ou le voile qu'on vous impose, Madame. Toutes les voies de lutte contre le fascisme sont bonnes. Voilà, je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée. Vous aussi. À vous aussi, Clémence. Alors, nous allons dans le Pays de la Loire, c'est ça, Arthur? Bonjour Arthur. C'est ça, bonjour. Bonjour Arthur. Bonjour André. Merci de me donner la parole. C'est la 2e fois que je passe à votre antenne et ça me fait très plaisir. Je voudrais d'abord féliciter votre invitée pour parler sans langue de bois et voilà, c'est un grand bravo pour elle. Et moi je voudrais réagir un petit peu par rapport à la tragédie qu'il y a eu dans les Cévennes, où malheureusement... oui, le meurtre, oui. Ouais, cette personne a tué 2 personnes et dont tous les médias ne parlent que d'une chose, c'est qu'il est licencié d'un club sportif. Ouais. Alors moi, je voudrais quand même pousser un grand coup de gueule parce qu'aujourd'hui, en France, il y a... entre 220 et 240 000 détenteurs d'armes légaux, des citoyens honnêtes, qui ne sont pas des criminels, ce sont des bons pères de famille, des mères de famille, des jeunes qui pratiquent cette discipline sans faire de vagues, qui respectent peut-être plus les lois que n'importe quel autre citoyen. Et cette stigmatisation sans arrêt de dire ah mais c'est un tireur sportif, voilà, il y en a un peu assez quoi. Oui, non, vous savez, ça c'est le ridicule toujours de généraliser. Toute généralisation est non seulement abusive mais imbécile. Et effectivement, c'est pas parce que quelqu'un, vous savez, ça me rappelle toujours quelqu'un qui disait ah oui, je suis végane, donc Hitler est végane, donc je suis hitlérien parce que je suis végane. C'est la même imbécilité qu'on connaît. Après les attentats du Bataclan, qu'a fait le gouvernement socialiste? Il a imposé une nouvelle loi
liberticide sur les détenteurs d'armes légaux, comme si c'était eux qui étaient en cause dans les attentats terroristes. Vous savez, quand j'avais, juste un mot, je vous le dis, quand j'avais interviewé Trump, quand je suis allé interviewer Trump, c'était il y a 5 ans, au moment de la campagne. Oui. Il m'a longuement parlé du Bataclan. C'était 6 mois avant, il y avait eu l'histoire du Bataclan. Et il m'a dit, mais écoutez, je comprends pas, vous les Français, vous êtes incroyables. 3 personnes entre armées et les autres sont désarmés. Donc, on peut faire tir au pigeon, pardon de l'expression vulgaire, et on peut faire open bar, et puis voilà, personne ne répond. Et je me rappelle, il m'a dit, mais moi, si j'étais là-bas, j'ai un revolver, et j'aurais au moins tiré, peut-être je me serais fait descendre. Voilà. Le site Epoch Time, par exemple, il y a quelque temps de ça, a fait un très bon article sur la criminalité au Royaume-Uni. Vous savez que les armes ont été interdites, les armes à feu. Ouais. Par contre, la criminalité liée aux armes blanches a explosé aux États-Unis, au Royaume-Uni. En Angleterre, oui. 8% quasiment chaque année. Il y a 2 jours de ça, un Érythréen dans la région parisienne a assassiné un autre migrant à coups de pierre. Bien sûr. Voilà. C'est quand on veut tuer, on trouve les armes pour tuer. Hein. Je voudrais lancer un appel et je ne sais pas si Darmanin nous écoute, mais il réfléchit encore à une nouvelle loi sur comment interdire les armes aux ça suffit. Quoi. Oui, qu'il arrête surtout de condamner, je condamne. Ça fait 6 mois qu'il condamne et effectivement qu'il commence à agir. Il y a des choses bien plus importantes à s'occuper des pédocriminels, des empoisonneurs de dealers. On est d'accord. Qui empoisonnent la population et les jeunes. Et ce ne sont pas les tireurs sportifs qui sont des criminels en puissance. Et surtout, ils ne représentent pas un danger ni pour l'État ni pour la nation. On est bien d'accord. Merci. Merci André. Chador, oui, je voulais dire une chose par rapport à la personne précédente. C'est que l'histoire nous l'a prouvé, et la science aussi, que l'histoire de toutes les nations, de tous les pays, se fait par les minorités actives. Et le peuple, finalement, ne fait que suivre ces minorités qui s'imposent. Et ça se passe entre les minorités actives et non pas le peuple silencieux. Jamais dans l'histoire n'a pas été comme ça. De toute façon, l'Allemagne en 25 n'était pas nazie, la Russie n'était pas bolchevique, etc. C'est clair. Moi, je voudrais revenir à l'Iran, je voudrais revenir à votre livre, Shador Javan. Vous dites quand même quelque chose qui a paru énorme. Vous dites que 3 à 4 millions de femmes sont arrêtées par an en Iran. Exactement. 3 à 4 millions de femmes par an. Exactement. Vous savez, je ne sais pas qui disait de la Russie communiste, qu'il y a 2 sortes de Russes, ceux qui ont fait le goulag et les autres qui ont peur de faire le goulag. Donc ça, on peut dire aussi des Iraniens, ceux qui se sont fait arrêter et d'autres qui ont peur de se faire arrêter. Et à vrai dire, je pense que ça serait vraiment minoritaire, les femmes qui n'ont jamais été arrêtées. Ce sont, je veux dire, n'importe quelle femme. Ou qui ne vit pas dans la peur d'être arrêtée. Non, tout le monde vit dans la peur d'être arrêté. Tout le monde. Tout le monde vit dans la peur d'être arrêté. Tout le monde. Sans exception. Même les gens qui collaborent avec le Tous régime. Les êtres sans pénis vivent dans la peur d'être arrêtés. Absolument, même les hommes, même les hommes, parce que voilà, vous pouvez avoir bu de l'alcool, danser, sortir avec une fille. Encore aujourd'hui, c'est comme ça. Encore aujourd'hui, c'est comme ça, exactement. Encore Je pensais aujourd'hui, que ça c'était un peu. Non, vous savez, non. En fait, quand j'étais déjà en Iran, en 1986, Rafsanjani à l'époque, qui était encore vivant, il avait dit les jeunes n'ont pas d'argent. Ils peuvent avoir relations sexuelles sans être mariés. Il lance des phrases comme ça. Ça veut dire que de temps en temps, on lâche du lest pour un peu de liberté, juste avant les élections en plus. Et tout de suite après, il y a la reprise en main. Parce qu'effectivement, s'il y a une répression maintenue tout le temps, ça fait 42 ans, eh bien, ça peut pas durer. Donc, de temps en temps, on lâche du lest, voilà. On laisse courir la laisse. Exactement. C'est ça. Mais alors, justement, il y a une chose très intéressante dans votre livre, et vous racontez, avec beaucoup de franchise, vous racontez donc l'histoire, vous l'avez vu, de cette jeune fille, on vient de raconter, qui est mouillée, puis on l'amène à la prison, on la tape, on la gifle, etc., etc. Et puis, la personne qui a filmé, ou la personne qui était là, elle regarde, et vous dites, Shador Javan, vous avez vu ça à Paris, sur Internet,
Vous dites, mais moi, je crois que j'aurais été lâche, comme doublon, j'aurais regardé, je ne pense pas que je serais intervenu face à ces policiers. Je pense que j'aurais été lâche, non pas comme tous les Iraniens, mais comme tous les peuples. Quand en France, on arrêtait les Juifs, personne n'intervenait, même les autres Juifs. Donc, c'est comme ça. C'est pour ça que le fascisme peut gagner, le totalitarisme peut gagner, parce qu'on cède. Parce qu'on cède. Quand on cède un peu, quand on cède un peu, après on va céder beaucoup. Absolument. On se retrouve juste après ça. 0826 300 300, vous ne cédez pas et vous continuez de nous appeler. À tout de suite. Et nos auditeurs, je ne sais pas s'ils aiment ou pas la blanquette de veau. En tout cas, on donne la parole à Patrice, on lui posera la question. Bonjour Patrice. Oui, bonjour Patrice. Oui, bonjour. Tout d'abord, je m'excuse auprès de madame parce que je risque d'écorcher son nom. Oui. Allez-y, c'est Madame Javan, voilà. Madame Javan, autant pour moi. Madame Javan, bonjour. Bonjour. Alors, je vais être honnête, je n'ai encore pas lu votre livre. Je fais partie des gens qui ont lu le livre Moi, Malala, justement. Ou d'autres livres comme Judas, écrit par Amos, M. Amos en Israël Palestine. Donc j'ai bien votre description de la France, de votre amour pour la langue française, du principe de dire, c'est pas parce qu'on est né sur le sol français qu'on a plus d'amour pour le territoire français. La comparaison avec Renault, c'était pas mal du tout, puisque on vous entend très mal, Patrice, on vous entend mal. Peut-être que vous marchez au vent, non Vous êtes dehors, ou attention, parce qu'on vous entend assez mal, là. Ah ben voilà, c'est Marseille. Marseille avec vive Marseille. Allez-y, on vous entend. Allez-y. Alors, donc, Pierre de la Croix, vous allez m'entendre mieux? Oui, très bien. Voilà. Donc comme je disais pour votre invité, madame, j'ai des gens qui ont lu entièrement la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le Coran pour comprendre de quoi parle le Coran. Et j'en reviens toujours à dire la même chose, c'est-à-dire que la religion est toujours belle. Le problème, c'est toujours soit le clergé, soit ceux qui parlent de la religion, avec toutes les déviances que cela entraîne. Et effectivement, quand on entend le discours régressiste vis-à-vis des femmes, ça me rappelle juste un peu pour nous, les catholiques, ce que l'on a vécu avec la chrétienté, c'est-à-dire une phase d'amour du prochain, avec d'un seul coup une période d'inquisition, donc quelques siècles après, où d'un seul coup tout était blasphème, tout était sorcière, tout était mal. Et quand on voit certains reportages, mais je pense que madame me confirmera, notamment des pays qui étaient très développés, comme le Maroc ou des trucs comme ça, ou l'Algérie, où dans les années 50, on entendait que la liberté de la femme était importante, et que d'un seul coup, on se retrouve en 2015, 2020, avec des femmes voilées, qui ne peuvent plus aller étudier, qui ne peuvent plus tout ceci, cela. Il y a eu régression, effectivement, dans la pratique de la religion, ou dans les déviances de la pratique de la religion. Voilà. Donc c'était un petit peu pour donner ma vision là-dessus. Quant au territoire français, effectivement, on a eu un gros problème en France avec l'arrivée massive dans les années 70 de tous les musulmans qu'on avait du pays du Maghreb ou du nord de l'Afrique, où justement le territoire français n'a pas su gérer cette arrivée massive de Français. Parce qu'on parle des Algériens qui ont été dans une colonie française pendant 150 ans, juste 150 ans, qu'on a vu arriver sur le territoire français, où on n'a pas voulu entendre qu'ils étaient musulmans, qu'il fallait faire avec cette religion musulmane, dans le sens, non pas faire avec, mais dans le sens que tu t'appelles Aziz, ou comme moi Patrice, tu as le droit d'avoir un lieu de culte, tu as le droit de pratiquer ta religion, puisqu'on est un pays laïque, et la laïcité ne veut pas dire je ne dois pas parler de ma religion, la laïcité dit que je dois pouvoir croire en ce que je veux sans qu'on vienne me juger. C'est ça la laïcité française dans l'absolu. Hormis que ça, on n'a pas su le gérer. On n'a pas su le gérer dans les années 70, de même qu'on n'a pas su le gérer en 1980, quand par exemple les Comores sont devenues indépendantes, hormis que les Comores étaient françaises, et que 95% de la population comorienne sont musulmans. Donc s'ils sont musulmans... Et on voit ce qui se passe à Mayotte, de ce point de vue-là. Exactement. Le contrefait, c'est que les petites Comores, Mayotte, en l'occurrence, eux sont restés français, et du coup, une immigration massive des grandes Comores vers les petites Comores, et ce problème de religion, quoi. Voilà. Mais alors, c'était surtout pour passer un petit message à madame, pour dire... Voilà, alors justement,
justement, Chador Javan va vous répondre. Oui. Écoutez, oui, bien sûr, personne ne met en cause le droit ou la liberté de croire à une religion ou à une autre, ou à une pensée non religieuse. Le problème est, lorsqu'on dit les croyants, le droit, la liberté de croire ou de ne pas croire. Qui a le droit de me dire que je suis non-croyante parce que je crois à d'autres histoires que celles qui est racontées dans la Bible, dans le Coran ou dans l'Ancien Testament. Donc, quand on sépare les gens par les croyants et les non-croyants, ça veut dire que la majorité des Françaises qui se disent soit athées, soit agnostiques, deviennent non quelque chose. Donc, mécréants. Donc, à l'époque, justement, vous avez évoqué de l'inquisition chrétienne, ou à l'époque où d'être mécréant, d'être non-croyant était un crime, on disait les croyants et les non-croyants. Et lorsqu'on dit les croyants et les non-croyants, c'est que croire à une religion devient une valeur. Or, ce n'est pas une valeur. Ce n'est pas une valeur de croire qu'il y ait le ciel, il y a un Dieu ou pas, ou de croire que Mahomet, analphabète, a su écrire un livre qu'il est tombé dessus, ou Maïs, et toujours ça se passe dans les montagnes, dans le désert, ou Moïse ou autre. Donc, ce n'est pas une valeur. Donc, s'il y a des gens qui sont soulagés, qui gèrent leur angoisse de vie en croyant à une religion, à une croyance religieuse, qu'ils le fassent, parfait. Absolument. Mais moi, je crois davantage à Spinoza, je crois davantage à Omar Khayyam, je crois davantage à Victor Hugo, je crois davantage à Voltaire qu'à d'autres écrivains. Et il n'y a pas de livre unique. Et quand on dit que c'est un problème de l'interprétation, mais ma foi, l'interprétation est un sujet. Enfin, tous les livres sont l'objet de l'interprétation. Regardez les sites d'internet déjà. Sur un livre, vous avez des avis à 100% contraires. Donc, c'est pas seulement le Coran ou l'Ancien Testament qui sont l'objet de l'interprétation. Les livres sont l'objet de l'interprétation. Donc, le problème est que dans le langage politique, on a séparé les croyants et les non-croyants. Et tous les politiques ont fait ça. Depuis que j'ai écrit cela dans mon essai « Comment lutter efficacement contre l'idéologie islamique » en 2016, ils ont commencé à diminuer cet aspect de croyants et non-croyants. Mais on s'en fout qui croit à quoi ? C'est une affaire personnelle. Non, mais le problème, c'est de ne pas entacher et de ne pas pénétrer et de ne pas limiter la liberté de l'autre. Et en fait, c'est pas une question de non-croyant ou croyant, je crois, Chador. Il faut dire, la religion est une affaire privée, et c'est dans votre vie privée. Dans le public, c'est autre chose. La vraie définition de la laïcité, c'est ça. C'est pas de dire on est pour les religions et on est contre. Rappelez-vous que la laïcité en France a été une bagarre énorme avec l'Église catholique. Énorme. Et il est là le problème. Le problème, il est... La religion, dans le domaine privé, tout de le domaine privé, a rien dans le collectif, quelle que soit la religion ou la croyance. Clémence. Oui, alors on va donner la parole à Olivier qui nous appelle de Saint-Etienne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour André. Bonjour Clémence et bonjour Madame Javan. Moi, je voulais intervenir dans votre émission parce que je voulais savoir un petit peu ce que Madame Javan pensait du terme islamophobie. Dès qu'on parle un petit peu de l'islam, dès qu'on dit qu'on n'aime pas le voile, dès qu'on dit qu'on est libre de penser. Voilà, moi c'est important parce qu'à chaque fois que j'interroge des gens de culture musulmane et que je leur dis moi le voile je suis pas pour, on me dit à chaque fois non, t'es islamophobe, t'es raciste. Alors, je vais vous répondre. C'est très bien que vous posiez cette question, monsieur. Vous savez, quand j'étais en Iran, en 1986, j'étais encore étudiante à l'université de médecine en Iran. Les ayatollahs venaient et ils nous disaient que... C'était en 89, 90, pardonnez-moi. J'étais encore en Iran et étudiante. 86, j'étais au lycée. Ils venaient et nous disaient que même en Occident, les femmes commencent à porter le voile, même en Occident. Et que les Occidentaux ont peur de l'islam. Et parce qu'ils ont peur de l'islam, on va, grâce aux anciens colonies de la France, parce qu'à l'époque, la France était le petit Satan, on va coloniser ces mécréants qui ont colonisé les pays musulmans. Les ayatollahs iraniens, à l'époque, ils ne connaissaient pas le mot phobie. Ils disaient, les Occidentaux, les mécréants, ont peur de l'islam.
les missionnaires, ça veut dire les profs d'université, ce que j'appelle les islamistes col blanc, ont traduit cela par islamophobie. Et le terme a été introduit en Occident par les missionnaires du régime islamique d'Iran la première fois. Il est très facile, maintenant surtout avec Internet, de voir la première fois qui a introduit le mot islamophobie en France, en Occident. Il n'est pas difficile de trouver cela. Il est facile. Vous dites Donc, c'est des Iraniens, enfin c'est des ayatollahs. Ce sont des missionnaires des régimes islamistes qui ont, vous savez, de l'Iran, l'Arabie Saoudite, Qatar, l'Algérie maintenant, la Turquie. Ils se sont donné la mission, de réislamiser l'Europe, de réislamiser la jeunesse issue de l'immigration musulmane. Et ainsi, et aussi, toujours ça a été comme ça. En Iran, ça a été avec l'aide des partis communistes, avec les gauchos. En Turquie, c'était comme ça. En Algérie, c'était comme ça. Même Boualem Sansal, qui a dit que voilà, nous étions de gauche, nous ne connaissions pas. Alors, si vous ne connaissez pas, donc ne dites plus rien, monsieur. Donc, ils ont été tous des collabos des islamistes à un moment donné. Donc, voilà. Donc, l'islamophobie a été introduite par... non pas directement par les ayatollahs iraniens. C'est un mot qui ne veut rien dire, d'ailleurs, l'islamophobie. Mais l'islamophobie, vous savez quoi ? Déjà, phobie est un terme clinique. On dit, par exemple, je sais pas, on a des phobies de quelque chose. Or, pour vous dire, voilà, mais pour vous dire la vérité, moi, j'ai vraiment peur de ce qui se passe. J'ai eu peur en Iran, j'ai eu peur en Turquie, et j'ai peur de l'islam politique parce qu'il est pire que le nazisme, il est pire que n'importe quel autre fascisme. Donc, j'ai peur de l'islam quand il occupe l'espace social. Et l'islamisme, vous savez, c'est que en Turquie, on ne dit pas l'islamisme, c'est un gouvernement islamique. En Iran, c'est un gouvernement islamique. L'Arabie Saoudite est un État islamique. En Occident, on a inventé l'islamisme comme communisme, le isme qu'on colle à tout. Mais l'islam politique, l'islam social, ou d'ailleurs, vous savez, s'il y avait la religion catholique aujourd'hui qui dictait les lois, qui gagnait l'espace social et politique, donc le divorce serait encore interdit. L'homosexualité serait punie, ça aurait été un châtiment. Et même avorter, donc c'est un crime. Donc, quand les dogmes religieux, quelle que soit la religion. Mais l'islam, je dirais, c'est pire parce qu'elle est la religion plus récente. Oui, mais l'Inquisition, à ce moment-là, c'était voilà, ça exactement. déjà. Donc, quand les dogmes religieux occupent l'espace social et veulent s'imposer les lois et veulent changer les mœurs, eh bien, il y a de quoi de prendre vraiment peur et agir surtout. Clémence. Allez, on se retrouve dans quelques instants. André Berkoff, Shador Javan et vous qui nous appelez au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et vous continuez de réagir tous au 0826 300 300 au propos de notre invité Shador Javan. Et tout de suite, on donne la parole à Maurice qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour Maurice. Oui, bonjour Maurice. Bonjour à vous tous. Bonjour à la radio, Sud Radio. Ah bien, écoutez, moi je téléphone pour donner, pour d'abord faire part d'un témoignage d'amitié pour donc Shador Javan. Oui. Pour lequel vraiment j'ai pris à la fois de l'admiration et de la tendresse, on peut le dire, par rapport à la personne qui est en train de s'exprimer en ce moment. J'ai l'impression que je croise pas très souvent dans mes journées d'être face à un être. Un être humain. Au vrai sens du terme. Quelqu'un qui existe vraiment, quoi, en fait. Hein. C'est plus si fréquent que ça. Donc voilà, dans ce sens-là, je pense que on a, quand je l'écoute, je vous donnerai cette image-là. J'ai l'impression de voir en ce moment en France, dans notre beau pays. J'ai l'impression de naviguer dans une mer sans lune, sans lumière, et de voir au loin une lumière. Et c'est un peu l'effet que ça me fait, vous voyez. Voilà, vous êtes un phare, Charlotte Javan. Merci beaucoup, monsieur. Oui, merci. Un petit peu, oui, vraiment beaucoup. Et donc,
Bon, alors pour son livre, Ces hommes sans pénis. Non, pas les hommes, et ces êtres sans pénis. Oui. Ces êtres sans pénis, oui. Ouais. Et j'aurais voulu, moi, dire peut-être sans pénis ou sans cervelle. Où est le crime, où est le plus grand, où est notre plus grand malheur aujourd'hui? Sont-ils sans pénis ou sans cervelle? Ou les deux d'ailleurs, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on arrive à un moment où les deux vont de pair. Et où, quand l'homo sapiens finit par, disons, s'imposer à la surface de la Terre, c'était une alliance de la cervelle et du pénis. De la testostérone, de la force, de la combativité. Et voilà. Et donc, ce qui se passe... Et alors donc, quand on voit une personne... Non mais attention. Je crois que, non mais comme vous n'avez pas lu le livre, c'est normal, il y a une légère maldonne. C'est-à-dire que quand elle parle des êtres sans pénis, je vais être très précis, elle parle des femmes. C'est-à-dire, évidemment, vous n'avez pas lu le bouquin, donc c'est normal. Oui, okay. Vous parlez, soyons clairs, des êtres sans cojones, comme on dit en espagnol. C'est-à-dire des gens qui n'ont ni intelligence, ni colonne vertébrale, pour l'appeler notre organe. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ça tombe bien, quand même? Bah oui, bien sûr. Parce qu'en fait, on peut vraiment... c'est vrai. Mais ça, c'est un autre bouquin que Charlotte Javan devra écrire, d'ailleurs. C'est quand même symptomatique qu'on puisse justement faire une intervention pour les deux. Alors, je voulais dire que quand il y a une seule personne qui se sert du 1 kg des 1500 grammes de cervelle qu'elle a, et qu'on a en face 100 millions ou 10 millions de personnes qui se contentent de réajuster des arguments, de réassortir différents arguments qu'on a bien voulu leur donner, eh bien, le poids de cette personne est plus important que le poids de ces millions de personnes. Alors, et c'est pour ça qu'il faut être optimiste. Et je voudrais terminer pour cette... Allez-y, parce que nous avons beaucoup d'auditeurs qui attendent. Cette réislamisation dont elle nous fait part. Moi, je comparerais ça. Les populations occidentalisées sont abruties par la télé-réalité. Et les populations en voie de marginalisation qui sont récupérées de la même manière par l'islamisme radical. En fait, pour moi, l'islamisme radical s'adresse aux jeunes, comme la télé-réalité s'adresse aux jeunes Européens. C'est-à-dire qu'il y a un abrutissement, et la compétition, c'est la compétition du plus ignorant, du plus vindicatif, du plus agressif. D'accord. Voilà ce que je veux dire. Ok, merci. Non, le problème, effectivement, qui est posé, Shador Javan, c'est que vous avez quand même, et pas seulement sur l'islamisme radical et d'autres, quand vous l'avez dit déjà, sur des minorités effectivement résolues, agressives et fortes, elles ont, en tout cas, elles peuvent augmenter leur influence face à un pouvoir extrêmement mou, extrêmement qui ne sait pas où il va, qui n'avait au doigt mouillé, on l'a vu dans certaines circonstances. Mais je voudrais qu'on revienne à quelque chose par rapport à ce que vous dites. Je voudrais revenir au livre aussi, parce que vous avez tout un épisode sur l'homosexualité féminine. En Iran, vous parlez de ces deux femmes, dont une, enfin, ce qui lui est arrivé, histoire terrible, mais je vous reporte, et vraiment, je vous recommande de lire le livre, parce que le livre raconte ça très bien. Et ce couple de femmes, donc à Ispahan, je crois que c'est à Ispahan, effectivement, une histoire vraie encore. Bon. Mais vous dites quand même qu'en Iran, je dirais, l'homosexualité féminine est plus admise que l'homosexualité masculine. Je ne dis pas qu'elle elle est en tout cas beaucoup plus tolérée. Mais vous savez, déjà, dans les époques, il y a des siècles, quand il y avait des harems, donc les femmes entre elles, en attendant, se languissant de l'homme riche ou le prince ou que sais-je encore, des semaines, elles se faisaient des câlins entre elles. Et il est même connu que les hommes qui ont plusieurs femmes officielles, 4, il faut avoir 4 femmes officielles et autant de femmes temporaires, cirées, qu'ils peuvent, leurs moyens matériels leur permettent. Et donc, ils préfèrent la gentillesse et la tendresse entre les femmes que la jalousie entre leurs 4 femmes.
Et donc, 2 cousines ou 2 amies sous la même couette ne choquent personne en Iran. Et c'est vrai que l'homosexualité féminine, même si il est interdit, mais il n'est pas défini dans le sens où il n'y a pas de pénétration. Et même l'homosexualité masculine, seul est homosexuel celui qui est sodomisé. Celui le passif, exactement. Celui qui sodomise, il est dans son rôle de pénétrant. Mais vous voulez dire, mais il est homosexuel aussi. Mais non, parce que les hommes, parce que beaucoup de prisonniers politiques sont sodomisés pour être humiliés dans les prisons iraniennes. Donc, beaucoup d'hommes sont, d'ailleurs, c'est pas seulement maintenant, sous l'époque ottomane aussi, en Turquie, les hommes étaient sodomisés pour être humiliés. Alors, ceux qui les sodomisaient n'étaient pas des homosexuels, n'étaient pas des sales pédés, seuls ceux qui étaient pénétrés. Donc, en fait, ce que je dis un peu d'une façon peut-être dure, je dis que les lesbiennes, parce qu'il y a eu beaucoup de lesbiennes en France qui ont collaboré avec les islamistes. Donc, comment vous expliquez ça? La bêtise. Vous savez, on parlait tout à l'heure de la bêtise. On peut être universitaire et bête. On peut être en plus universitaire ou charlatan, ce que j'appelle le charlatanisme des intellectuels. Vous voyez, maintenant tout le monde est devenu spécialiste de l'islamisme et personne ne sait de quoi il parle. Personne. Donc, ce que je veux dire, c'est que les lesbiennes, avec les islamistes, ils ont l'horreur de la pénétration. Oui, en tout cas, je ne sais pas si ce rapprochement est objectif, mais en tout cas, il est intéressant. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose, en tout cas, de très fort dans ce livre. Je voudrais le dire parce qu'on arrive à la fin de l'émission pour en parler pendant très très longtemps. Mais vous dites aussi, Charlotte Javan, vous parlez de cette histoire terrifiante de ces attaques à l'acide, d'une femme qui a été attaquée à l'acide et défigurée à l'acide. Pas une femme, beaucoup de femmes. Enfin bon, et c'est beaucoup de femmes. C'est-à-dire quelques centaines de femmes. Chaque année. Alors les chiffres exacts, je ne sais pas, mais il y a quand même beaucoup, oui. Depuis la révolution islamique, oui, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et donc aujourd'hui, juste pour finir là-dessus, je ne vais pas pour renvoyer à l'Iran, mais enfin, votre livre, c'est des exemples pris en Iran. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Vous pensez qu'on en sortira? Ce livre n'est pas tellement sur l'Iran. Vraiment, ce n'est pas. Je vais vous dire pourquoi. Bien sûr. Ouais. Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a vu que, avec le printemps arabe, 70%, et c'était Le Monde qui disait, 70% des franco-tunisiens avaient voté pour Ennahda. 70% pour Ennahda. Et Ennahda a été créé par le régime islamique d'Iran. Et Ennahda ne jouerait que par la République islamique d'Iran, comme les frères musulmans en Égypte. D'ailleurs, Morsi, la première chose qu'il a fait, il a couru en Iran. Donc, et quand on voit que les indigénistes se réclament de la République islamique d'Iran, en France, les indigénistes, ou des frères musulmans, donc les frères musulmans, même monsieur Gilles Kepel, notre grand spécialiste de l'islamisme, ne savait pas que Khomeini et Hassan al-Banna étaient comme 2 doigts de la main. Et Khomeini avait même 4 ans plus que Hassan al-Banna. Il ne savait même pas qu'ils étaient de même génération. Donc vous voyez, il y a des lacunes énormes. Merci, Charlotte Javan. Merci à vous. Charlotte Javan, donc, et ces êtres sans pénis aux éditions Grasset. Dans quelques instants, une émission qui concerne les êtres sans pénis et les êtres avec pénis. C'est Brigitte Lahaye et tout sur les jouets intimes avec Philippe Arlin. À tout de suite.